Chapitre 6. Aurillac, chantier de fouilles de Saint-Géraud, samedi 17 octobre 2015, 22h27. Arrêtez-moi là. Ici s'étonna Albert, qui tenait le volant, rare privilège que Malo ne lui laissait d'habitude jamais, mais il avait besoin, cette fois, de réfléchir et ne cessait de retourner dans sa main le carnet de cuir qu'il venait de trouver. De quand pouvait-il dater? Il n'en savait rien. Il aurait fallu, pour avoir cette réponse, consulter un spécialiste qu'il n'avait malheureusement pas sous la main. Il avait bien dans ses relations un artisan du cuir, mais il doutait qu'il puisse lui être de quelque utilité. Et, pour l'instant, il devait avouer que sa provenance l'intéressait bien moins que ce qu'il renfermait. Mais cela aussi, comment le savoir? Même le titre lui était incompréhensible. C'étaient évidemment des mots qui étaient gravés dessus, mais dans quel alphabet? Pas latin, en tout cas. Arabe alors? Si c'était le cas, il ne les reconnaissait pas. Restait la possibilité, et elle s'imposait de plus en plus à lui, qu'il s'agissait d'un code. Et là encore, il aurait besoin d'un expert en cryptographie, et il n'en avait aucun à sa disposition. Enfin, toute cette histoire tournant vraisemblablement autour de Gerbert et de l'abbaye, l'aide d'une personne versée dans la période lui aurait été précieuse. Et cette personne, par contre, il savait où la trouver. Et hélas pour lui, on l'avait informé, quand il était ressorti de la maison, abandonnant le cadavre à l'équipe du légiste, que la belle emmerdeuse, après avoir fait le pied de grue et rendu la vie impossible aux deux sentinelles de faction, avait fini par rentrer chez elle. C'était bien sa veine. Cette femme était décidément contrariante. Quand il voulait qu'elle lui fiche la paix, elle lui prenait la tête, et quand il avait besoin d'elle, elle avait pris la poudre d'escampette. Il fallait qu'il l'interroge. S'il ne lui demandait pas de l'aider à traduire sa trouvaille, elle était la personne la plus proche du défunt. Les investigations n'en étaient qu'à leur début, mais à ce qu'il en savait, Bergier n'avait aucune famille. Un vieil excentrique qui vivait en ermite, sans contact avec le grand monde, passionné de Gerbert et ami avec une enseignante de charme. Il avait donc donné comme ordre de la convoquer au commissariat dès le lendemain en qualité de témoin et d'agir avec le maximum de tact. Vu son caractère, Malo devinait déjà qu'il allait passer un moment intéressant. Mais avant, la voiture s'était arrêtée dans un crissement de pneus. « Vous êtes sûr, patron ?» avait demandé Albert, visiblement chagriné à l'idée de le laisser sortir seul. « Il fait froid dehors. »« Ça va, » répondit Malo, qui retint un sourire à l'expression inquiète de son second, qui semblait vraiment se faire du souci pour lui. « Je ne suis pas loin de chez moi. J'ai envie de me dégourdir les jambes et de me vider la tête. Un peu de marche ne me fera pas de mal. » Ce disant, il ouvrit la portière et sortit. Il regretta aussitôt son impulsion et se promit à l'avenir de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Il faisait un froid de loup. Il aurait dû se méfier. Il commençait pourtant à connaître la région et son climat, et savoir qu'en octobre, la température chutait vite, une fois la nuit tombée. Ah, ce n'était pas un froid humide. Il fallait lui reconnaître cette justice. Pas de ceux qui vous prenaient en traître pour vous remonter le long des membres et vous poisser les vêtements, comme dans certaines régions de brouillard. Non, celui-là, c'était un franc du collier. Il vous attrapait d'un coup, à sec. Le genre à vous enfoncer sur toute la figure et les mains de véritables petites aiguilles de glace. Et si le vent s'en mêlait... Les vieux du cru et les cantalous, en règle générale, toujours disposés à défendre leur climat, ne cessaient de répéter à qui voulait l'entendre que c'était un froid sain. Il suffisait de mettre un bon pull pour s'en protéger. Et ils avaient raison. Mais quand on n'a pas pris son pull parce qu'on ne pensait pas rentrer aussi tard, comme lui à cet instant précis, l'amplitude thermique entre le jour et la nuit dans ce pays était hallucinante. Il pouvait faire 25 l'après-midi et -4 à 5 heures du mat. Presque 30 degrés dans le pif. À ce tarif-là, on comprenait que les vieux soient solides. Ceux qui n'étaient pas assez résistants avaient avalé leurs billets depuis longtemps. Il fit néanmoins signe à Albert, qui semblait attendre son feu vert, de s'en aller. Maintenant qu'il était sorti, le plus dur était fait, se dit-il en serrant les bras autour de sa veste et en exhalant un panache de buée blanche. Comme la voiture et son confort douillet se décollaient du trottoir et s'éloignaient, il regrettait déjà sa décision. Mais quand il se retourna, la vision qu'il accueillit lui fit presque oublier les petites épines de glace qui se plantaient dans sa peau et l'air froid qui lui entrait dans la gorge. La place Saint-Géraud s'étendait devant lui. Oh, ce n'était pas une grande place, non, elle était même plutôt modeste.
Mais entre la masse grise du clocher de l'église, qui se dressait dans la nuit au-dessus de lui, éclairé par plusieurs projecteurs à la nuance orangée, éclaboussant la pierre sombre de leur clarté chaude, le pavé ancien, la fontaine en serpentine, une espèce de grande coupe à la sculpture usée, et la façade de l'hôpital dont le bâtiment remontait au Moyen-Âge, ainsi que les quelques maisons à bardeaux qui tassaient leurs silhouettes biscornues un peu plus loin, Malo avait soudain l'impression de se retrouver dans un autre temps, quelques siècles en arrière. Pour un peu, il ne se serait pas étonné outre mesure s'il avait vu surgir, d'une ruelle adjacente, une patrouille d'hommes en armes d'époque portant lanterne qui aurait crié « Il est 22h30, bonnes gens, et tout va bien !» Saint-Géraud. L'église actuelle était relativement récente, édifiée dans le style gothique tardif au XVIe siècle et rénovée après la Révolution, s'il se souvenait bien. Mais l'abbaye et l'église originale, jusqu'alors perdue, dataient, elles, du IXe. Pendant qu'il passait en revue ses maigres connaissances sur l'abbaye et tout ce qui la concernait, ce qui ne représentait pas grand-chose, il dirigea ses pas vers le site de fouilles. À cette heure, bien sûr, personne ne se trouvait sur place, mais quel spectacle! Tandis qu'il s'arrêtait derrière une grille lui arrivant à hauteur de poitrine, il s'absorba un instant dans la contemplation du site. De la taille d'un terrain de foot ou à peine plus grand, le chantier s'étendait devant lui dans la nuit engourdie de froid. Une saignée en plein cœur de la cité. Non, plus que cela. Une porte, un passage, vers une autre époque. Devant lui, dans la pâle clarté d'une lune gibbeuse, Malo embrassait du regard le site qu'il n'avait jusqu'alors vu que de jour et plein de monde. À cette heure-là, et par un temps à ne pas mettre un loup dehors, il le redécouvrait. Il n'aurait su l'exprimer, il n'était ni poète ni conteur, mais l'histoire ici semblait suinter de la pierre, comme si on sentait depuis le sol, depuis ces murs et ces pavés qui émergeaient de la terre sombre, filtrer les ans et les siècles passés. En laissant son regard errer sur ces vestiges, ces arches anciennes tout en force et en puissance, ces formes de couloirs et de salles qui se dévoilaient devant ses yeux, il avait l'impression d'avancer à rebrousse-temps. Pour un peu, en observant cette pièce au sol dallé qui s'ouvrait toute proche, il pouvait presque imaginer, comme s'il y était, le chuchotement des moines qui avaient vécu ici, le frottement de leurs bures sur le sol, le glissement discret de leurs silhouettes encapuchonnées dans les couloirs de pierre. Que faisait-il ici? Était-ce le réfectoire? Le scriptorium? Comment savoir? Il n'était pas assez versé en archéologie. Persuadé de faire une énorme bêtise, mais incapable de se retenir, il se vit grimper sur la grille, l'enjamber et descendre dans le chantier de fou. Il ne tarda pas à regretter son geste quand ses souliers s'enfoncèrent dans la terre grasse et que l'eau glacée s'infiltra à l'intérieur. Un juron lui monta aux lèvres qu'il retint aussitôt, conscient qu'en ce lieu, il n'était pas demi. Sa main se posa sur le mur voisin, celui de la grande pièce qu'il venait d'observer. Peut-être était-ce son imagination. Alors qu'il se tenait dans ce qui avait dû être un des couloirs de l'abbaye, il sentait presque autour de lui le souffle ténu de présence invisible, comme si les spectres de ceux qui avaient vécu là le traversaient sans le voir. Le carnet qu'il avait remisé dans sa poche lui semblait de plus en plus lourd, comme si le simple fait de se trouver en ce lieu lui conférait plus de poids encore. Comme si, Malo en avait la certitude, il rentrait chez lui. Tout tournait autour de lui. Pourquoi? Il n'en savait rien. Mais le vol de la tête, tout d'abord, la mort mystérieuse de Bergier, juste après, tout cela était lié, c'était une évidence. Il aurait pu s'agir de l'abbaye ou des fouilles, une dispute entre l'archéologue et le directeur de l'association de protection du site, pour quelque obscure raison. On pouvait totalement l'écarter, bien sûr, mais il n'y croyait pas. La pierre n'était pas un meurtrier, il en aurait mis sa main à couper, et son flair en matière d'ordure le trompait rarement. Et il se trouvait dans son bureau une demi-heure avant l'incendie. Il aurait été stupide de sa part de venir lui parler de cette tête juste avant de liquider Bergier. Alors, Mademoiselle Mignon, la jolie prof? Pour quel motif? L'argent? Le sexe? Peut-être était-elle la maîtresse de Bergier? Pourquoi se sentait-il soudain jaloux? N'y croyait pas non plus. Il y avait autre chose. Et le carnet qu'il avait dans la poche en était la clé. Mais tout d'abord,
Il s'avança dans le couloir, prenant garde à ne pas mettre les pieds dans quelques trous d'eau ouverts entre les dalles, se pencha pour passer sous une voûte de pierre humide. Devant lui, 3 marches permettaient d'accéder à une autre pièce un peu en contrebas. « Que faites-vous ici » Il sursauta lorsque le faisceau d'une lampe torche, braqué sur sa figure, l'aveugla, et leva une main pour protéger ses yeux avant de répondre. « Je mène une enquête. »« Une enquête ? Rien que ça ?» La voix moqueuse était celle d'une femme. Jeune, lui semblait-il. Il saisit sa carte de police dans sa poche, la brandit devant lui. « Capitaine Malo-Sinclair, baissez cette lampe, je vous prie. C'est extrêmement pénible. » À l'autre bout du faisceau, il y eut une exclamation étouffée. La lampe éclaira le sol. Celle qui le dominait de sa position, sur un des bords entourant le chantier, lui répondit. « Je suis désolé, je ne pouvais pas savoir. Vous auriez dû passer me voir avant d'entrer. » Malo devina une grande silhouette qui agitait la main en direction d'une tente d'où filtrait une faible lumière. « Qu'est-ce que vous foutez ici à une heure pareille ?» ne put-il s'empêcher de demander en se faisant la réflexion qu'on aurait tout aussi bien pu lui retourner la question. Celle à qui il s'adressait, dévalant le talus, le rejoignit dans le couloir à ciel ouvert. Comme elle s'approchait, il devina, sous la capuche rabattue, un visage avenant, de grands yeux bleus étonnés et quelques boucles blondes. « Depuis qu'on nous a volé la tête, le professeur Lapierre veut qu'il y ait tout le temps quelqu'un sur le chantier. Il est furax. Ce soir, c'était mon tour. » Elle haussa les épaules avec une petite moue craquante. Malo ne put retenir un sourire. Elle avait l'accent chantant du midi, celui qu'il associait toujours au santon de Provence et au film de Pagnol. Un peu de soleil par une nuit pareille, ça ne se refusait pas. « Pas de chance, ça vous l'avez dit. Ça coince dur dans ce pays. J'ai pas l'habitude, moi. » Il voulait bien le croire. « D'où venez-vous ?»« D'Aix. » Il eut un sourire navré. « Désolé, effectivement, c'est du dépaysement. Pas trop dur ?» Elle le surprit en répondant. « Oh non, les fouilles sont passionnantes. Les gens ici sont super sympas une fois qu'on les connaît. Et la cuisine ?» Elle ajouta après un instant, comme pour s'excuser. « J'adore le fromage et la charcuterie. C'est affreux. Depuis que je suis ici, j'ai pris 2 kilos. » Pour illustrer ses paroles, elle posa les mains sur ses fesses, que Malo, quant à lui, trouva tout ce qu'il y avait de plus charmante et sans un gramme de trop. « Ça ne se voit pas. Vous pouvez continuer de manger la truffade. » Elle lui retourna un sourire tout en faussette. « La truffade. Arrêtez. Rien que d'y penser, ça me donne faim. » Pour le coup, Malo lui aurait bien proposé de l'amener en manger une quelque part, mais le poids du carnet dans sa poche le retint. Plus tard, peut-être. « Comment vous appelez-vous ?»« Manon, lui répondit-elle aussitôt. « J'aurais dû m'en douter, murmura-t-il avec un sourire. « C'est pas moi qui ai choisi, ce sont mes parents. Ils ont eu raison, ça vous va très bien. » Il la vit rougir, mais enchaîna avant qu'elle ne puisse répondre. « Dites-moi, Manon, la fameuse tête, où l'avez-vous trouvée ?» Le sourire qu'elle avait ébauché s'estompa aussitôt, son front se plissa un peu. « Là-bas, » répondit-elle, désignant d'une main un recoin un peu isolé à l'écart du chantier de fouilles. « Vous voulez que je vous montre ?»« Avec plaisir. » Il la suivit à travers les vestiges de l'ancien monastère, enjambant parfois les restes d'un mur avec le curieux sentiment de commettre un sacrilège. Devant lui, la haute silhouette de Manon, portée par ses longues jambes, lui ouvrait la route. Il y avait plus désagréable. Pour la 2e fois depuis le début de la journée, il se fit la réflexion qu'il n'avait pas fréquenté de femme depuis trop longtemps. Ils parvinrent à l'endroit qu'elle avait indiqué, une excavation à l'écart des autres, plus profonde aussi. Elle éclaira la petite pièce rectangulaire, l'attirant des ténèbres dans laquelle elle se drapait jusqu'à présent. Cette pièce était une crypte, enfin une sorte de crypte. Il y avait comme un hôtel au fond. Le faisceau de sa torche se déplaça pour éclairer un énorme bloc de roche blanche orné d'étranges bas-reliefs, divisés en plusieurs tableaux, chacun d'eux séparé des autres par des motifs floraux comme des vignes vierges. Dans le halo pâle de la lampe, les figures sculptées et leurs traits soulignés d'ombre et de lumière tranchée semblaient presque s'animer d'une vie propre. Toutes étaient affairées à quelques taches obscures. La première, celle qui leur faisait face, était entourée par des cubes en suspension tout autour d'elle. Sa voisine était accompagnée d'hommes et d'animaux et paraissait leur parler. Une 3e, « Ils sont 9, » elle renseigna Manon, qui semblait éprouver le besoin de lui servir de guide. 9 bonhommes, tous différents et occupés à des tâches différentes. Mais aucun de nous ne peut dire qui ils sont. Ils ne correspondent à rien dans les évangiles. 9. Il s'avança d'un pas, descendant la première marche, et sentit qu'elle basculait un peu sous son poids. « Attention !» le mit en garde Manon. « Il y a un piège. »« Quoi ?»
Malo s'était aussitôt pétrifié, sûr de voir quelque flèche ou lame meurtrière surgir du sol ou d'un mur pour le transpercer ou le trancher en deux. Le rire de la jeune Aixoise le prit au dépourvu. Je plaisantais, vous ne risquez rien. Elle avait décidément un rire agréable, un beau sourire, un joli minois, et quelques autres arguments, mais un sens de l'humour déplorable. Je ne suis pas très réceptif à ce genre d'humour. Désolé, s'excusa-t-elle, alors qu'il tournait vers elle un regard réprobateur. Son expression contrite, cette façon qu'elle avait de se mordre la lèvre inférieure, lui fit oublier tous ses griefs. Mais je ne plaisante pas, il y avait vraiment un piège, actionné par la marche sur laquelle vous venez de poser le pied. Un frisson lui remonta la colonne vertébrale. Heureusement pour nous, quelqu'un avait déclenché le mécanisme il y a très longtemps. Nous avons même retrouvé son cadavre. Charmant, murmura-t-il. Vous avez d'autres surprises de ce tonneau? Elle secoua la tête. Quelques boucles d'or volèrent sous la capuche de la doudoune. Non, c'était la seule. Promis, ajouta-t-elle alors qu'il la fixait longuement. À l'expression de ses grands yeux clairs, toute d'attente et d'espoir, il accepta de la croire. Il descendit donc les quelques marches en prenant soin de ne pas glisser sur la pierre détrempée et s'approcha de l'autel. Sur la grande table de pierre, on devinait une sorte de socle gravé. Il demanda. C'est là-dessus que se trouvait la tête? Oui. Manon avait une drôle de voix en prononçant ces mots. On dirait qu'elle vous a effrayé. Il plaisantait, mais la jeune femme lui renvoya un regard qui ne prêtait pas à rire. Dans le bleu d'azur de ses yeux, une ombre s'était glissée. Vous ne l'avez pas vue, vous ne pouvez pas savoir. À ce point-là, demanda-t-il. Elle avait quoi de si spécial, cette tête? La jeune archéologue demeura un instant silencieuse avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. Je ne sais pas. C'est difficile à dire, mais on aurait presque cru, quand on la regardait, qu'elle était, comment dire, vivante. Comme si elle vous observait, elle aussi. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais... Vivante, répéta Malo. Elle hocha la tête. Je sais, c'est stupide. Mais c'est l'impression que ça m'a fait, et je suis pas la seule. Elle hésita avant d'ajouter. Ça n'avait rien de médiéval, du moins pas occidental, mais pas non plus oriental, enfin pas vraiment. Plutôt antique, vous voyez, genre assyrien ou mésopotamien. Ouais, il voyait à peu près, souvenir de visite au Louvre. Et puis, il y avait autre chose dans sa forme, je veux dire, c'est le son visage, dans ses proportions. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais quelque chose clochait. Comme si le modèle qu'on avait pris pour la réaliser n'était pas tout à fait... enfin, pas tout à fait humain. C'était vraiment flippant, éluda-t-elle en secouant la tête. Elle paraissait soudain beaucoup plus vulnérable, plus jeune aussi. Malo eut un instant l'envie de la prendre dans ses bras pour la réconforter, mais l'ambiance du lieu se prêtait mal à ce genre d'effusion. Et puis, se penchant sur le socle de la statue, juste sous le rebord, il découvrit une inscription, mais il eut beau essayer de la lire, la mauvaise lumière et la langue. Vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît, ici. Manon s'exécuta. Les lettres gravées dans la pierre, bien qu'un peu tarabiscotées pour certaines, demeuraient lisibles. C'est de la Caroline, lui précisa Manon. L'écriture que Charlemagne avait imposée partout dans les monastères de l'Empire. Elle est très lisible. Novem in unum conjuncti sapientes, mundum die septima corrigent. Si vous le dites. 9 feront 1. Mon latin est vraiment rouillé. Qu'est-ce que ça signifie? 9 feront 1 et corrigeront le 7e jour. 9 feront 1 et corrigeront le 7e jour, répéta Malo. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et quel rapport avec cette tête de métal? Eh bien, avança la jeune archéologue, c'est peut-être en référence aux 9 personnages. Mais après... Malo fixait toujours le bloc de pierre, tentant d'imaginer à quoi pouvait bien ressembler la fameuse tête de métal qui avait tant troublé Manon. Il se rapprocha un peu, se pencha, et remarqua, si étroitement mêlés aux motifs floraux, qu'ils en étaient quasi invisibles, gravés juste sous la phrase énigmatique. Les inscriptions étaient tellement bien dissimulées qu'il ne les aurait pas devinées si Manon n'avait pas tenu sa lampe dans cette direction précise, creusant les ombres et accentuant les reliefs. D'ailleurs, la jeune archéologue et ses confrères les avaient-ils découvertes? Il était fort possible que non. Il allait lui poser la question, mais une autre, qu'il avait jusqu'à présent repoussée au second plan, s'imposa à lui. Qu'est-ce qui a poussé le professeur Lapierre à creuser ici? Je veux dire ce coin, précisément.
Il a eu un coup de chance extraordinaire. Oh, la chance n'y est pour rien, répondit aussitôt Manon. Monsieur Lapierre avait reçu un coup de téléphone. Un coup de téléphone? Qui lui précisait l'emplacement de cette crypte? Elle hocha la tête. Oui. En tout cas, c'est suite à ce coup de téléphone qu'il a donné l'ordre de fouiller ici. Vous savez qui était à l'origine de ce coup de fil? Demanda-t-il sans grand espoir. Il eut la surprise de se voir répondre. Oui, bien sûr, c'était M. Bergier, un de nos principaux mécènes. Bergier? Merde, pesta Malo. C'était le serpent qui se mordait la queue. Bergier suggérait à Lapierre l'endroit où il devait fouiller pour trouver la tête. Lapierre découvrait la tête et se la faisait voler le jour même où Bergier mourait dans l'incendie de son bureau. Ça a commencé à faire beaucoup. Son œil passait des personnages sculptés au texte, du texte à l'emplacement vide de la tête, puis au reste du chantier, ces chicots de pierre qui dépassaient de la terre grasse, soulignés de clarté lunaire quand elle apparaissait entre deux nuages. Quel était le lien? Gerbert, bien sûr, encore et toujours lui. Et cette tête qui, s'il en croyait ce qu'il avait entendu, n'avait rien de médiéval, et fichait la trouille, dont le modèle ne paraissait pas tout à fait humain. Il y avait de quoi intriguer pas mal de monde, et pour le flic qu'il était, lancer pas mal de pistes. Il savait très bien ce qu'aurait dit un de ses collègues. Une histoire de collectionneur. Quelqu'un voulait la tête à tout prix pour sa collection privée, ou, connaissant sa valeur et sa rareté, avait décidé de la vendre à un musée ou à un autre, ou à un richissime magnat du Golfe, de Chine, du Japon ou d'ailleurs, fondu de Moyen-Âge. D'après ce que disait Karl, Gerbert avait la réputation d'être sorcier et alchimiste. Il était bien certain que des organisations secrètes, plus ou moins occultes, auraient été prêtes à payer des fortunes, à faire n'importe quoi pour acquérir la fameuse tête. Même à tuer? La voix de Manon le tira de ses réflexions. Je voudrais pas vous presser, mais il fait vraiment froid. Si vous voulez, je vous laisse la torche, mais moi je rentre. Ces paroles le firent revenir au moment précis et à son corps, un corps qui, lui aussi, réclamait brusquement ses droits. Il était gelé, transi jusqu'aux os. La veste qu'il avait enfilée ce matin était bien insuffisante pour affronter les rigueurs d'une nuit cantalienne. Et, pour ne rien arranger, le froid se diffusait depuis son pied trempé et remontait dans sa jambe. C'est bon, j'ai fini, on peut y aller. La jeune archéologue ne se le fit pas dire 2 fois et tourna les talons pour se diriger vers la tente de chantier d'où elle était sortie. Malo lui emboîta le pas. Ils retraversèrent les vestiges de l'abbaye, et jamais comme à cet instant, Malo n'avait eu l'impression de sentir autour de lui la présence des morts. Pour un peu, il en aurait pressé le pas. Parvenu devant la tente, Manon se retourna et l'invita. « Vous voulez entrer vous réchauffer 5 minutes ?» Son sourire franc était un éclat de soleil dans ces ténèbres à l'odeur de pierre qui les cernaient, et ses grands yeux bleus, un peu de ciel de Provence égaré dans cette nuit auvergnate. Comment refuser? Il accepta et la suivit quand elle souleva un bout du rabat pour entrer et le tint pour lui avant de le relâcher. On ne pouvait pas dire qu'il faisait vraiment chaud à l'intérieur, mais un petit radiant rougeoyait furieusement dans un des coins de la tente pour maintenir une température supportable à défaut d'être douillette. Le confort était spartiate, une grande table jonchée de notes et de fragments de statues plus ou moins identifiables, ce qui devait faire l'ordinaire d'un archéologue en campagne, supposa Malo. Sur un coin de la planche, posée sur des tréteaux, entre un modillon usé et un bout de bas-relief, une bouilloire incongrue, qui en avait vu d'autres, pointait sa forme argentée et fuselée. S'il voulait un café, Malo se retourna pour découvrir que la jeune femme avait ôté sa capuche, libérant sa chevelure d'or cendrée, qui bouclait autour de ses traits d'ange à la peau hâlée par le soleil du midi. Était-ce d'avoir côtoyé la mort quelques minutes plus tôt, tandis qu'elle fixait sur lui ses grands yeux clairs auxquels une légère coquetterie donnait plus de charme encore, il eut envie d'elle comme rarement il avait désiré une femme. C'est du lyophilisé, mais alors même qu'elle parlait avec une légère gêne, comme si elle aussi avait ressenti la brusque tension qui venait de s'installer entre eux, il n'avait Dieu que pour ses lèvres pleines et charnues, ses lèvres qu'il appelait. Il recula d'un pas. « Il faut que j'y aille. » Elle gagna le bureau, saisit un bout de papier, un stylo, griffonna dessus alors qu'il s'embrouillait. « En temps normal, je ne suis pas... » Il battait en retraite vers l'entrée quand elle posa le stylo et lui tendit le papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, déjà à moitié dehors. « Mon numéro de portable. »
comme il hésitait, elle eut à nouveau ce sourire radieux, tout d'innocence, de joie de vivre et de soleil qui l'avait charmé tout à l'heure. Appelez-moi si vous avez envie d'aller manger une truffade quelque part. Une fois le ventre plein, nous pourrions poursuivre cette intéressante discussion. Il la fixa un long moment, se perdant dans la contemplation de ses grands yeux au fer, saisit le papier, le fourra dans sa poche et déclara « Merci pour la visite touristique. Quand vous voulez. » Le rabat se referma sur elle, assise sur son tabouret, la tête penchée de côté, un sourire aux lèvres, ses longs cheveux d'or balayant de leur lumière le profil d'une gargouille de pierre. Un ange blond pour garder les ruines d'une abbaye. Quand il s'enfonça dans la rue des forgerons pour regagner ses pénates, il ne sentait presque plus le froid. Il fallut qu'il arrive chez lui pour se rendre compte que son pied était encore trempé.